Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans d'Entrée. Donc, Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui pour cette émission. Donc, durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, les différents conseils municipaux se sont rencontrés au courant de la semaine. C'est notamment le cas de Berthierville, Lanoraie et Saint-Ignace de Loyola. L'exposition nommée Normand Forget, la mémoire des mots, lettres perdues, poésie retrouvée de l'artiste lanodois Normand Forget est à l'honneur au musée de la Chapelle des Culbert depuis le 2 juillet et ce jusqu'au 1er août. L'organisme de bassin versant de la zone Bayonne a procédé à un nettoyage des berges le 5 juillet dernier. Lors d'une conférence de presse le 8 juillet, Christian Dubé, ministre de la Santé, a fait le point sur la campagne de vaccination. L'artiste lanodois Thibaut Quinchon présente son projet Sur les traces du paysage sonore à la Chapelle des Culbert depuis vendredi dernier, donc le 9 juillet. Et on termine avec la chronique d'astrologie de Xavier Lemire. Bonne émission à vous! Le Conseil a aussi octroyé à la compagnie Rodéo du groupe Kiwi le contrat de conception et de fourniture de 12 panneaux d'interprétation historique au coût de 13 945 $. Il est à noter que nous avons une aide financière de 12 884 $ dans le cadre du programme d'aide aux collectivités rurales. Ces panneaux seront installés en façade de l'Hôtel de Ville, dans les parcs Gilles Villeneuve, Bellevue, Sainte-Geneviève, ainsi qu'au belvédère Jacques-Lavallée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des fêtes du 350e de la ville. Nous tenons ici particulièrement à remercier M. Gilles Tessier, éditeur de la revue Bertholèse, pour sa précieuse collaboration au contenu de ces panneaux. Par la suite, et considérant le protocole d'entente intervenu en 2010 entre la Commission scolaire des Samars et la ville de Berthierville pour l'utilisation des équipements récréatifs et communautaires scolaires, nous avons procédé à la signature d'une entente spécifique pour l'utilisation des écoles primaires aux fins des activités du camp de jour pour l'été 2021, entente avec le Centre de services des Samars, duquel j'ai été aussi autorisée avec la directrice générale, Mme Dubois, à signer pour et au nom de la ville l'entente en cause. Puisque le 28 juin dernier, la région de Lanaudière est passée au palier vert, les séances du conseil municipal seront tenues en présentiel tout en respectant les mesures sanitaires, dont celle, entre autres, de la distanciation de 2 mètres par personne présente aux séances. Alors, vous êtes les bienvenus. La première résolution de cette Assemblée a été celle du renouvellement du contrat de la brigadière scolaire pour les 4 prochaines années, soit jusqu'en 2024-2025. Ainsi, Mme Nathalie Dubé, pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024, pardon, 2021, 22, 23, oui, et 24, recevra une allocation mensuelle de 875 $ et pour les 2 dernières années, le contrat sera de 900 $ pour la période de septembre à juin de chaque année. J'ai donc été autorisée avec la directrice générale à signer pour et au nom de la ville le dit contrat. Comme dernière résolution d'intérêt général, la ville se devant d'assurer un environnement sécuritaire sur son territoire dans l'intérêt de ses citoyens, nous avons autorisé l'achat et l'installation d'un système de barrières avec hors-dateur au parc Gilles Villeneuve auprès de la compagnie Electroméga au coût de 35 000 $ pour un système de contrôle du stationnement pour les usagers de la descente de bateaux située au parc Gilles Villeneuve. Puis là, où je vous écoute depuis tantôt, vous, votre mari, puis je suis content, puis je suis conscient. Puis moi, si vous savez, je suis qui, là, je suis un gars de la nature beaucoup. Là. Mon district, c'est le district numéro 6. J'ai un chalet dans les îles. Mon fils, ma fille, ça pêche, ça va à la chasse, puis je suis conscient. Là. Mais moi-même, là, moi puis ma blonde, je vais vous donner mon exemple à moi. Là.
Mes parents sont natifs de Saint-Ignace, les deux, sur le rang Saint-Michel, belle grosse maison sur le bord du fleuve. Mes beaux-parents, cultivateurs dans le rang Saint-Pierre, ils ont des terres à finir. Mais moi puis ma blonde, on voulait rester à Saint-Ignace. J'avais beau faire le tour de l'île 100 fois par jour, il n'y en avait pas de terrain. Il n'y avait rien à vendre. Il n'y avait vraiment rien à vendre. On voulait avoir un jardin, on voulait avoir de l'espace en masse, on rêvait d'avoir peut-être une petite érablière, mais il n'y avait rien. On faisait le tour de l'île 2 fois par jour. Des maisons à vendre, des cossins, des bicottes, 3 fois le prix, puis on regardait, puis peut-être pour rénover, puis on ne savait pas. Puis on faisait le tour de l'île. Mais quand ma grand-mère est décédée, mais finalement, mon oncle, il m'a vendu un bout de terrain, c'était pour ses enfants, lui. Il m'a vendu une parcelle de terrain. J'ai fini par en racheter une grosse partie pour avoir la paix. Ben, moi, j'ai pu m'établir. Mais ce que je rêve, c'est qu'un jour, mes enfants s'établissent à Saint-Ignace. Mais si on barre tout partout, là, tout est barré, on garde ça vert, on garde ça comme ça là, on coupe un arbre, puis on fait plus rien, et on y met tous nos enfants. Vos petits-enfants, ils restent à Saint-Ignace. Ils parlent présentement de se bâtir un multilogement dans le rang Saint-Isidore, à Fembercheva. Si on dit non, la municipalité, on veut que ça reste comme ça, on les met où, ça? Il y a ça, il y a une partie de nos rangs qu'on veut garder à Saint-Ignace, là. Il y a cette partie-là aussi, tu sais, là, quand vous êtes venu vous établir à Saint-Ignace, vous trouvez ça beau, vous avez votre maison, vous l'avez reculé, vous êtes plugué ses égouts, vous êtes bien content. Mais là, il ne faudrait plus que personne ait accès à ça, de votre vision. Un instant, monsieur. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout. Je sais, tout le monde a droit à un logement. Je le sais. Logement en disant se loger. C'est ce que je veux dire. Oui. Oui, mais c'est pour ça qu'on a changé la réglementation sur le coût de la construction. On a dit là, ça fait, il n'y en aura plus des multilogements. On veut des maisons unifamiliales. Il y avait des projets dans la rue Saint-Laurent de maisons de ville. On a dit non à tout. On a pris la balle au bon. On aurait tout bien dû se prendre avant, mais à un moment donné, tu es élu du jour au lendemain conseiller, là, puis les règlements, tu ne peux pas tous les savoir par cœur. Oui, vous allez me dire, c'est mon devoir de les savoir, là, mais à un moment donné, ça t'arrive d'en face. Comment ça qu'il se bâtit ainsi ce logement-là? Bien là, c'est le règlement, c'est ça. Ça fait partie du règlement de la MRC. À un moment donné, là, tu ne peux pas tous les savoir. Mais un coup qu'on s'est mis au courant. Louis, ça ne fait pas partie des règlements de la MRC. Ça fait partie des règlements de la municipalité. Oui, mais je parle de tous les règlements en général. Okay. À un moment donné, on l'a échappé, celui-là. Mais on a pris, comme M. le maire a dit, une réunion d'urgence, on servirait de bord, on a arrêté le multilogement à grandeur du village, là. Pas juste dans quelques secteurs, là, à grandeur. Après ça, on a dit, on veut un droit de regard sur tout ce qui va se faire. Puis là, tu sais, vous ne pouvez pas dire qu'on n'est pas proactif là, dans ce qu'on fait. Là. D'évaluer, je pense que vous avez appelé ça des étangs, pour la capacité d'augmenter savoir si nos étangs étaient capables de recevoir 200 unités de plus. Bon, alors voilà, vous l'avez dit ici, c'est ça que je voulais entendre. Vous parlez d'un projet possible à Saint-Ignace de 200 unités de maisons. Non, attendez un peu là. Non? Parce que là, à l'heure actuelle, là, on avait fait faire une étude pour la rue Léon Rose puis Félix, qui va changer de nom d'ailleurs. Mais là, les 6 logements qui s'est bâtis, l'autre là, puis ceux qui veulent bâtir ici en avant, on n'avait pas calculé ça. Là. Ça fait pas fait que ici, c'est bâtissent 3-8 logements, ça fait 24 unités. Le 6 qu'il y a là-bas, ça fait 30 unités, puis là-bas, un 6 autres, ça fait 36 unités. Là, ce qu'on a su aussi, c'est que des terres à M. Simoneau, il y a des contracteurs qui veulent l'acheter pour faire un développement. Donc, on a regardé ça, puis la grandeur qu'on a, je me suis dit, à 200 unités en tout partout dans cette île, nos étangs sont-ils capables de recevoir ça? C'est ce qu'on veut savoir. Donc, ce que je comprends, c'est que s'il y a un promoteur qui arrive, qui dit, moi j'ai de l'argent pour vous ouvrir l'ancienne terre à Simoneau, et que moi, si je vois dans vos calculs, j'exclus les 50 maisons qui sont déjà construites et tout ça. Alors moi, je vais vous ouvrir 125 maisons, propriétés sur ce carré-là, qui est à peu près 1 million de pieds carrés, parce que j'ai déjà été le propriétaire de ce terrain-là, comme tel. Et oui, ils sont capables de faire au moins, peut-être proche d'une centaine de maisons, si ils savent diviser, calculer tout ça. Donc, je comprends que vous ne direz pas non. Vous dites, vas-y mon homme, nous autres, on a les étangs pour le faire.
Puis je ne penserais pas que le conseil dise non, M. Laprime, on va vous dire pourquoi, parce qu'on travaille à développer la municipalité. Moi, ici, là, si on ne fait pas de développement, rien, là, avec tout ce qui s'en vient, bien, s'il n'y a plus rien qui se fait à Saint-Ignace, bien, veut pas, à un moment donné, les taxes, il va falloir qu'ils augmentent, parce que les services vont augmenter, les pompiers vont augmenter, la police, ça va augmenter. Puis les services que les citoyens veulent, bien, veut pas, il va falloir que ça augmente. Tandis que quand ils se bâtissent des maisons, bien, des blocs appartements comme ça, bien, ça l'amène de nouvel argent dans la municipalité qui nous empêche de subir une augmentation de taxes parce que cet argent nouvel-là va défrayer la Sûreté du Québec qui augmente à tous les ans, les sécurité incendie qui augmente à tous les ans, puis comme les 3 collègues, bien, vous savez qu'on n'est pas à l'abri de rien. Puis aussi le déneigement. Vous savez, le déneigement, cette année, là, on a augmenté d'au-dessus de 26 000 par année. Hein. On va prendre la balle au bon de M. Lapré. Ça ne me dérange pas que mes taxes augmentent. Si je voulais vivre en ville, j'irais vivre à Repentigny, j'irais vivre à Lavaltrie, j'irais vivre à Montréal. Moi, j'ai choisi de m'établir, d'acheter la maison de mes grands-parents maternels parce que je vis dans un village. Puis, les dernières années, on s'en va comme Lavaltrie, qui, à l'époque, quand j'étais jeune, Lavaltrie, c'était gros comme Saint-Ignace, c'était 2000 habitants. Aujourd'hui, c'est 15 000 habitants. Puis Lavaltrie, tant qu'à moi, c'est un village qui est défiguré. Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous en ferez ce que vous en voudrez. Lanoraie est en train de se défigurer, la même chose, parce que Lanoraie est rendu plus gros que Berthierville. Moi, personnellement, je vous l'ai tout dit, là. Tu sais, il faut être proactif, il faut voir. Là, si la terre est Simoneau, comme M. Lapré, si vous voulez faire un développement, s'il vous plaît, avant d'accepter, pensez. Regardez, il faut penser dans 20, 30, 40, 50 ans. C'est ça l'héritage que vous allez laisser, parce que c'est vous qui prenez les décisions. Vous avez raison. Parce que, tant qu'à moi, on a un gros nez dans le village, là, avec le rang Saint-Isidore et le rang Saint-Joseph, c'est les 2 rangs historiques à Saint-Ignace, puis on vient de mettre un gros nez dans le village. Puis on sait que les gros nez, ça défend une face. Alors, deuxième chose, on a fait à Saint-Jean-Baptiste, on s'est promené, les loisirs. Avec 2 charrettes, on a fait le tour du village, on a fait 96,5% des rues. Puis, on est arrivé, il y a une place à Saint-Michel, le monde a dit que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un déboisement. On est arrivé chez Paille. Ah bien, qu'est-ce que c'est ça? Il semble que ça, je suis passé il y a une semaine, puis c'était pas encore un déboisement, puis un arbre, puis un arbre, puis un arbre. Là, pour votre information, la ville de Joliette, il y a un règlement, je peux vous l'envoyer. Ma conjointe qui vit à Joliette, elle m'a envoyé le règlement, un règlement, je ne sais pas comment 4 pages, là, mais à Joliette, tu n'abats pas un arbre sur ton terrain comme ça te tente. Il faut que l'inspecteur vienne, il faut qu'il accepte. Puis après ça, oui, s'il est dangereux, on le coupe. S'il nuit, on le coupe. Mais la personne, il faut qu'elle replante un arbre et à une bonne place. Des fois, je le sais, c'est pas de la faute du résident, parce que là, souvent, ils ont passé les fils de téléphone, comme chez nous. L'arbre, ça fait 30 ans qu'il est là, puis là, Bell, il passe, puis Hydro-Québec, il passe, puis on passe par-dessus l'arbre. Pas grave. Okay. Mais s'il vous plaît, on a une belle municipalité, disons, en principe. Il faudrait la garder. Et oui, le développement, mais le développement, moi, ça ne me tente pas que Saint-Ignace devienne une ville, puis ça ne me tente pas de voir 102 blocs appartements. Là. Si je veux avoir des blocs appartements, je vais aller vivre à Montréal ou je vais aller vivre à Repentigny, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, c'est ça mon commentaire. Alors, j'espère que vous allez dans le compte. Merci. Je voulais juste revenir parce que j'ai eu quelques citoyens qui m'ont interpellé en me demandant, M. Jean, comment ça se fait? On entend dire que vous ne faites rien. Par exemple, pour les traverses de piétons, la bande cyclable entre Lanoraie et Sainte-Geneviève-de-Berthier. Mais là, j'ai dit, écoutez, là, je me suis permis de ressortir quelques faits. Je ne sais pas si je vais vous les nommer parce qu'on en a beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais mentionner ici, j'ai la résolution de la MRC de Dautré qui a été adoptée le 3 juillet 2019. Donc, ça fait 2 ans. C'est pas hier, là.
Ça fait 2 ans que la MRC a adopté une résolution pour un appui à la municipalité de Lanoraie concernant cette fameuse bande cyclable que moi, depuis que je suis au conseil, depuis 12 ans, même dans le temps que j'étais conseiller municipal, on faisait des pressions, puis depuis que je suis maire, je vous dirais que la députée m'a souvent entendu en parler, parce que quand on se parle, on m'appelle pour des subventions, puis je lui parle de la piste cyclable. Fait que disons qu'elle aime un petit peu moins ce bout-là, mais je pense que c'est important d'en parler que je suis une personne très active, puis le conseil municipal, évidemment, avec l'appui du conseil municipal, dans ce dossier-là. Puis, d'ailleurs, voyez-vous, on recevait le 25 septembre 2020 du ministère des Transports, encore une fois, un refus concernant, à ce moment-là, c'était un refus d'assurer Attendez une minute. Par rapport à la vitesse sur Grande Côte-Est, parce que ça aussi, c'est un dossier que je défends depuis 8 ans, qu'on essaye d'avoir une vitesse qui est raisonnable. Puis ce qu'on demande, c'est 70 km/h tout le long. Ma collègue de Berthier est encore, elle aussi, en train de se battre pour ça, puis avec Sainte-Geneviève de Berthier aussi, parce que le ministère des Transports a autorisé un projet pilote à partir du rang Sainte-Philomène. Donc, une autre fois, ça avait été refusé. J'en ai là qui remontent jusqu'en 2016 ici, qu'on avait demandé une traverse de piétons à la rue José, qu'on n'a pas encore eue. Écoutez, je pourrais faire le tour longtemps sur ça. J'en ai ici 2016, j'en ai même 70 km sur le chemin Joliette et sur Grande-Côte. Puis dans le temps même que c'était avant que Mme Castonguay soit au conseil, puis on en a parlé souvent avec les citoyens, parce qu'on sait que les jeunes qui font du vélo, qui viennent du rang Saint-François, c'est très dangereux sur le chemin Joliette avec les camions remorques qui circulent là. On a aussi des plaintes des citoyens parce qu'il y a des vibrations dans leur maison. Fait que je peux vous assurer qu'il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Et puis, j'en ai ici qui date de 2017. J'en ai une ici qui date de... J'ai vu une après-midi, là, en faisant le tour de ça, là, qui date de 2014. Fait que, comme je vous dis, on en fait des démarches dans ce dossier-là. Fait que s'il y a des gens qui vous en parlent, moi, en tout cas, j'ai quelques personnes qui m'en ont parlé, là. Ils me disaient qu'ils avaient vu des choses, mais c'est ça. On travaille sur le dossier. On est à l'écoute des citoyens. Et puis, je voulais faire cette petite aparté-là. On a des fonds réservés pour différentes choses, parce que des fois, ça peut sembler, pour le monsieur, madame, tout le monde, quand on prend de l'argent, bien que ça vient toujours affecter leurs taxes, mais on sait qu'on a des fonds réservés pour l'aqueduc, pour les égouts, pour les nouveaux développements. Les nouveaux développements, par exemple, c'est pas nécessairement l'ensemble des citoyens qui payent. Par exemple, pour l'asphalte ou pour l'aménagement de ça, des égouts, tout ça, c'est les citoyens qui achètent des propriétés dans ces développements-là. C'est eux autres qui ont une taxe de secteur pour rembourser ces prêts-là. Pas ces prêts-là, parce que ce n'est pas la municipalité qui les fait. Anciennement, c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, c'est nous, à notre municipalité, c'est les contracteurs qui ont la charge de faire les rues et nous remettre les rues un coup que les réseaux, aqueducs, égouts, tout ça, c'est construit. Puis lui, quand il vend les propriétés, c'est inclus dedans. Puis tant qu'à être là, je veux juste faire un petit aparté, dans le sens que quand on a refait la rue Notre-Dame, il y a beaucoup de gens qui nous demandaient, par exemple, d'enfouir les fils électriques. Mais enfouir les fils électriques, ça a des montants qui sont très importants. On sait que Hydro-Québec donne des subventions. Puis ils vont subventionner, je pense que c'est 0,9 ou 1 km qui aurait subventionné dans ce cas-là, qui aurait équivalu à environ à 1 million de subventions. Mais quand on regarde toutes les à côté, parce que dans ces poteaux-là, il y a Bell Canada qui passe là, il y a aussi des câbles distributeurs, notamment Vidéotron, Léry Télécom, bon, il y en a d'autres.
pour faire transférer ces choses-là, il y aurait eu des montants qui auraient été pratiquement 1,5 million à 2 millions de dollars juste pour faire ça. Puis là, ben, justement, je parlais de la répartition des taxes, parce que la question qui est soulevée à ce moment-là, dans notre analyse de tout ça, comment on répartit ça, ces taxes-là? Parce que là, c'est le milieu du village qui en profite, mais par contre, si on met une charge de 2 millions à l'ensemble des citoyens, bien, je ne suis pas sûr que les citoyens qui sont à l'extrémité du village, puis quand je dis je ne suis pas sûr, je parle au nom du conseil, donc on n'est pas certain que ceux qui sont à l'extrémité du village vont approuver et accepter qu'il y ait une dépense de cet ordre-là qui soit faite et qui soit mise sur leur taxe. Parce qu'encore une fois, comme je disais tantôt, quand c'est dans un nouveau secteur, ben c'est aussi une taxe spéciale pour les résidents. Moi, j'ai une amie qui demeure à Laval, et puis les filles sont enfouies, elle demeure dans un nouveau développement, et puis elle a un compte de taxe spéciale à tous les ans, pendant 20 ans, de 1 200 $ pour l'enfouissement des fils. Donc, ça, c'est une question que les citoyens du nouveau secteur vont prendre en considération quand le contracteur décide de faire ça. C'est comme nous, chez nous, quand on développe, et on sait qu'on va de moins en moins vers des trottoirs, quand on s'approche de Montréal. C'est sûr que Montréal font un développement, en plus de ça, il y a des trottoirs qui sont inclus. Bien, les trottoirs aussi font partie des infrastructures qui sont payées par les résidents de ce secteur-là. C'est des taxes de secteur, parce qu'on n'est pas pour imposer des taxes à l'ensemble des citoyens pour qu'un petit groupe paye des trottoirs. S'il y en a ailleurs, c'est les autres qui les ont payés aussi. On a un radar pédagogique qui est installé sur la Grande Côte-Ouest en direction de la Nord-Est. Ces radars pédagogiques-là, en tout cas celui-là, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Ça dépend quand est-ce qu'on l'a acheté, parce qu'on sait que ça évolue avec le temps. Donc, ce radar pédagogique-là prend la lecture, lui, dans les deux directions. Quand on s'en vient vers lui, on voit notre vitesse qui est affichée, mais celui qui s'en va dans l'autre sens, lui, c'est sûr qu'il n'y a pas de vitesse qui est affichée, mais le radar fait la lecture de sa vitesse, puis il comptabilise aussi les moyennes de vitesse. Et puis, ce que j'aimerais apporter là-dessus, c'est que ce radar pédagogique-là, il se fait environ 3 mois, 4 mois qu'il est installé là. J'ai des dates, là, quelque part, mais il est installé au mois de mai, puis là, le relevé a été fait le 5 juillet, là, la journée de la séance. Et puis, depuis ce temps-là, on a eu des passages de 291 000 véhicules. Donc, ça donne beaucoup de statistiques. 291 151 véhicules. Sur ça, en direction Est, en direction de la Nord-Est, il y en a 147 779 qui sont passés par là. Et en direction Ouest, en direction de Lavaltrie, il y en a eu 143 372. Fait que c'est assez précis. Sur ça, on a eu des personnes qui respectent la vitesse jusqu'à 70 km/h. On en a 71,84 %. Donc, c'est quand même très respectable. Puis ceux qui sont de 70 à 80, on sait que généralement, un 10 km, c'est toléré par la Sûreté du Québec. Bien, il y en a 28 %. Il y a 41 616 véhicules qui ont respecté, pas dépassé 80 km/h. Puis dans le premier cas, il y en a 106 000. Ça fait 106 plus 41 000, là, ça fait 147 000, 148 000 pratiquement véhicules sur tout ça qui est respecté. Donc, on est rendu à pratiquement 95 %. Puis on a 5 % des véhicules qu'eux autres ont roulé entre 80 km et 90. OK, c'est quand même pas 120. C'est quand même pas 120. C'est trop vite, là. Oui. Eux autres, s'ils se font attraper par la police, ils font une contravention. Puis ceux qui ont dépassé 90 km/h, là, il y en a 2 %. Fait que c'est pas beaucoup, mais il reste que c'est très dangereux parce qu'il y en a un, entre autres, dans ça, puis j'ai pas toutes les spécifications, mais on a vu qu'il y en a un qui est passé autour de 140, 145 km/h. Puis il y a des courbes. D'ailleurs, il est déjà arrivé un accident mortel dans ce coin-là. Fait que c'est pour dire l'impact de ça. Puis l'autre côté, c'est sensiblement pareil. Là, en direction de Lavaltrie, là, on a eu 93 000 véhicules qui ont été relevés en bas de 70 km/h, 65 %. Il y en a eu 37 %
qui étaient jusqu'à 80. Fait que 65 plus 37, ça commence à faire pas mal de pourcentages qui sont corrects. Là. On a eu encore une fois 2 qui étaient plus haut que 90 km/h. Parce que quand on regarde, lorsqu'il y a un afficheur, il y a 72 71,84 qui respectent le 70 km/h, alors que quand ils ne voient pas leur vitesse, il y en a 65 Ça veut dire que ça a un impact. Quand on voit la vitesse, c'est trop vite, fait qu'on a tendance à ralentir. On avait un autre qui a été installé sur la rue Rondeau, parce qu'on a eu des plaintes de certains citoyens concernant la vitesse, mais là, on a eu, sur une période de 4 mois, 10 133 passages. Ça, c'est une petite rue vraiment résidentielle. OK, c'est 50. Puis dans ces passages-là, là, il y en a, la vitesse permise est de 40 km/h. Il y en a 4,16 qui ont dépassé la vitesse de 40 km/h. Ça veut dire qu'il y a 95 des gens qui respectent le 40 km/h. C'est surprenant parce que des fois, la perception des gens, quand ils sont à l'extérieur, on pense, hey, ils roulent en tabarouette, mais si on verra la vitesse, souvent, c'est pas si pire que ça. On a vu là, que dans ça, que ceux qui ont dépassé 50 km/h, il y en a 0,6 c'est 50, c'est ça? C'est 65 personnes sur 10 533. C'est pas correct, là. Non, mais des fois, ça peut être aussi des inattentions dans l'optique où que, c'était 50, souvent on pense que c'est 50, finalement c'est 40, fait que ça fait des fois un petit oups. C'est ça. Puis il y en a qui ont roulé à plus de 70 km/h, là, il y en a 6. Okay. Mais... Nous sommes rendus au point 6.1. Qui est le rapport des faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. C'était anciennement le rapport du maire. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 5 juillet 2021, je fais rapport aux citoyennes et citoyens de la municipalité de Lanoraie des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. Ces rapports ont été déposés lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 avril dernier. L'audit des livres de la municipalité de Lanoraie a été effectué par le bureau de comptable Michaud-Clément Incorporé. De l'avis des auditeurs, les états financiers donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier 2020 montre un excédent de fonctionnement de 1 556 120 $, considérant des revenus de fonctionnement de 7 334 236 $ sur des charges de 6 256 702 $, ainsi que des éléments de conciliation à des fins fiscales de 478 586 $. Le surplus de l'exercice provient, entre autres, de l'augmentation des revenus de taxes due à la croissance de la richesse foncière de la municipalité, qu'on appelle communément la RFU, la vente de terrains dans le parc industriel, des revenus de droits de mutation immobilière supérieurs à ceux prévus, ainsi que des revenus de taxes à la consommation supplémentaire. Une partie du surplus général a été affectée à l'exercice 2021, soit un montant de 745 000 $ et un montant de 50 654 $ a été consolidé et distribué à certains fonds réservés, tels que l'aqueduc et l'assainissement. Le fonds de roulement de la municipalité au 31 décembre 2020 est de 350 000 $. Il y a un capital engagé de 193 100 $ et un capital non engagé de 156 900 $.
Selon les données disponibles à ce jour, l'endettement à long terme, l'endettement total net à long terme par 100 $ d'évaluation foncière pour notre municipalité est de 29 sous. Alors que, juste pour faire un parallèle, alors que l'endettement moyen des 15 municipalités de notre MRC est de 1,18 $. Pour les municipalités comparables au niveau de la population, il est 1,83 $. Et celui de notre région administrative est de 2,45 $. Ça, c'est pour la région de Lanaudière. La charge fiscale moyenne des logements pour notre municipalité est de 1 527 $. Elle est de 1 949 $ pour les municipalités comparables au niveau de la population et de 2 211 $ pour notre région administrative. Nous avons reçu la confirmation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec à la fin de l'année 2020 d'un versement de 289 221 $ dans le contexte de la pandémie afin d'atténuer les impacts sur les finances des municipalités. Nous pouvons constater à la lecture du rapport financier que la santé financière de la municipalité est excellente. Il est également important de mentionner que le profil financier 2020 est disponible pour tous sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Vous pourrez constater à sa lecture que la municipalité de Lanoraie se démarque positivement par ses résultats. Le rôle d'une commissaire, pouvez-vous me le dire un petit peu, parce que les gens entendent ça, mais on ne Oui. sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça fait une commissaire, mais en fait, un commissariat, c'est surtout une mise en espace. Alors, c'est, bon, qu'est-ce qu'on a comme œuvre, comment on l'utilise, l'espace qu'on a. C'est l'écriture des textes aussi qui vont accompagner pour que ça soit compréhensible pour tout le monde dans la mesure du possible. Parce qu'une exposition, c'est toujours une histoire. Quand on commence, on veut raconter. Et celle-ci, elle a une histoire très particulière. Je ne sais pas laquelle des deux vous nous parlez de l'histoire de cette exposition. Bien, en fait, c'est une histoire qui date de plusieurs années. On avait, dans les années 80, on avait déménagé quelqu'un qui nous avait demandé si elle pouvait utiliser notre voyage, parce qu'on s'en allait en voyage, pour déménager. Donc, on a dit oui. Et on a déménagé, elle avait très peu de bagages, puis on l'a déménagé. Et quand on est revenu chez nous après, on s'est rendu compte qu'il y a une valise qui avait été oubliée dans le voyagement, dans la voiture. Et on a gardé la valise en se disant que la personne allait nous contacter puis réclamer sa valise. Et finalement, la personne n'a jamais réclamé. La valise non, absolument pas. Puis bon, au début, on était très gênés d'ouvrir la valise, fait qu'on a attendu. Et à un moment donné, au fil du temps, on a oublié qu'on avait cette valise-là. Mais 13 ans plus tard, on s'est dit, bon, on a retrouvé la valise, puis on s'est dit, ça fait assez longtemps, on peut se permettre de l'ouvrir. Et on l'a ouvert, puis on s'est rendu compte qu'à l'intérieur avait... c'était une valise de correspondance, c'était des lettres, des photos, des albums photos, des cartes postales. Et on s'est mis à lire les lettres. Et à ce moment-là, Normand s'est dit, parce que Normand avait toujours des idées, toujours la création qui était présente. Il faut que je fasse quelque chose avec ces lettres-là. C'était une correspondance des années 40. Donc, durant le temps de la guerre, entre une femme qui habitait à Haïti avec une personne, un Québécois qui était ici dans le coin de Shawinigan. Et bien, ces lettres-là, c'est leur correspondance pendant 4 ans. Est-ce que c'était des lettres d'amour? Je vous pose... Ça fait beaucoup l'observer comme question, parce que c'était quand même bien vu, on parle dans les années 40, 50 ans. Alors, en fait, à l'époque... des gens ont sûrement connu ça aussi, là, qui ont un certain âge comme moi. Les correspondants, ça se faisait par la radio. Il y a des gens qui trouvaient des adresses, puis qui demandaient de la correspondance. Les lettres étaient très officielles au départ.
Et plus on avance dans le temps, plus les années passent et que les lettres s'écrivent et la relation change. Et il y a de la passion qui s'installe, de l'amitié, puis... Et c'est ça, là, je ne peux pas vous dire le punch, là, mais... mais oui, il y a une relation qui s'installe. Il y a une relation qui s'installe. Oui. Donc, on est témoin ici des premières lettres ou c'est des lettres ça évolue dans le temps? Ça évolue dans le temps, mais le propos n'était pas nécessairement de démontrer la relation qui s'est installée. Le propos était plus, normalement, ce qu'il voulait faire valoir, c'est la collection, l'œuvre, la relation qui peut exister entre des gens. Et quand il avait pensé cette exposition-là, il voulait vraiment que les gens qui voient l'expo ne soient pas capables nécessairement de lire les lettres. Ils les avaient disposées derrière un papier translucide où on peut lire le début des lettres, mais pas toutes, pour garder l'intimité. Et puis c'est ça qu'on a en fait représenté ici, parce qu'on est allé avec la même façon de procéder pour garder l'idée de cette expo-là. Madame Bouchard, vous disiez que justement commissionnaire, ça met en forme une exposition. Vous connaissez M. Forgette durant de nombreuses années. Cette exposition-là, à l'origine, c'est M. Forgette qui l'a pensée, mais vous avez collaboré avec lui. Vous avez travaillé à l'élaboration de cette collection? Pas celle-ci. Il m'en avait parlé, par exemple, à un moment donné. Puis, en fait, ce qu'il avait dit, c'est qu'il faudrait bien faire quelque chose avec ça. Il avait le goût de la reprendre. Alors, je savais que la valise existait, je connaissais l'histoire. Je savais aussi qu'il avait les devis, mais c'est un peu pour ça aussi qu'on l'aurait fait, parce que lui, il le disait, il faudrait faire quelque chose avec ça. Fait que on prend un peu la relève, hein, je dirais. Là, on a pris la relève on a fait quelque chose avec ça. Puis, naturellement, si Normand avait été là, ça aurait été complètement autre chose. Il aurait complètement transformé cette expo-là. Mais nous, on s'est vraiment fait, on a utilisé le devis tel qu'il avait été fait en 1996, oui, qu'il avait planifié. M. Forgette a fait beaucoup d'œuvres aussi dans la région. Qu'on parle. Pour répondre à cette question, on va s'assurer qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent vous voir et venir rencontrer cette œuvre-là et déchiffrer. Je regardais un petit peu j'avoue, je regardais un petit peu les textes. C'est là pour ça. Vous avez répondu à ma question, pourquoi que c'était comme un peu opaque. Je trouvais ça un petit peu frustrant. Oui. C'est voulu. C'est voulu. Tu sais, la curiosité malsaine, vous allez me dire, mais ça. C'est un peu pour ça, parce qu'on sait que les gens, c'est un peu frustrant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, où on a dévié du devis de base, c'est en faisant des lectures, en faisant les lectures aujourd'hui, c'était un petit peu de dévoiler un peu, puis satisfaire un peu la curiosité des gens. Exactement. Je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Écoutez, je salue bien bas le DG, Madame le DG, Monsieur le Président et toutes les personnes qui sont impliquées dans le travail qui se fait ici. Et je ne vais pas parler longtemps, mais je vais vous expliquer l'importance de ce que vous faites. Je vais insister là-dessus. Vous êtes les gardiens de notre patrimoine et de notre histoire, et ça, c'est fondamental. Et je sais que c'est souvent un rôle qui est ingrat et difficile, souvent peu rémunéré, souvent on manque de reconnaissance, mais sachez que c'est apprécié et c'est important. Et continuez de le faire aussi bien. J'ai bien hâte de voir l'exposition, moi aussi, c'est avec enthousiasme que je vais visiter tantôt, et d'entendre la merveilleuse poésie également. Alors, sincères salutations à tous et à la prochaine. Pour Normand, l'art était partout. Était partout, toujours dans l'ombre, dans la lumière, dehors, dedans, l'art était partout. Lettre 1. Port-au-Prince, le 8 janvier 1940. Monsieur Claude Henry, Shawinigan Falls, PQ. Cher monsieur, ce n'est pas sans plaisir que dernièrement, en écoutant l'heure française de la NBI, dont je suis une fidèle auditrice, j'appris par la voix du sympathique speaker que vous demandiez des correspondantes. J'ai voulu vous écrire le lendemain même, mais le temps m'ayant manqué, je n'ai pas pu le faire.
Peut-être avez-vous déjà reçu de nombreuses lettres, mais ce n'est pas une raison pour que vous n'accordiez pas votre attention à la mienne. Je viens de m'apercevoir que je bavarde depuis un bon moment sans m'être présentée. Laissez-moi le faire. Je m'appelle Carmita Germain. J'ai donc un prénom espagnol, qui n'est pas très beau. Mais que voulez-vous, le mal est fait, et depuis 23 ans, car je suis née le 20 mai 1916 par une nuit d'orage, comme Châteaubriand. Et pas à Saint-Malo, naturellement, mais à Jérémie, ville au sud d'Haïti. Mais depuis 8 ans, j'habite à Port-au-Prince, la capitale, avec mes parents. J'ai donc laissé Jérémie à 15 ans, et comme je venais d'obtenir mon brevet élémentaire, j'ai pu suivre facilement ici, pendant 3 ans, les cours de l'école normale d'institutrice, ce qui m'a permis de trouver un emploi depuis 4 ans dans une des écoles du gouvernement. Me voilà donc institutrice. Mais à ce mot, n'allez pas vous mettre en tête que je suis comme ces vieilles institutrices anglaises que l'on représente toujours avec une coiffure bien serrée, un chignon bas, un visage rébarbatif, des lunettes leur chevauchant le nez, armées d'une férule et prêtes à infliger des punitions pour rien. Oh non, je ne suis pas ainsi, Dieu soit loué. Mais je ne suis pas extraordinaire non plus. Laissez-moi plutôt vous détailler ma piètre personne. J'ai le teint brun, comme la majeure partie des filles des tropiques, les yeux et les cheveux noirs. Je suis mince et de taille moyenne. Somme toute, je n'ai rien de particulier. Je ne suis même pas borgne. Je vous aurais envoyé une photo de ma médiocre personne, mais je ne sais pas quel accueil vous allez faire à ma missive. Mais vraiment, cher monsieur, je dois bien vous ennuyer par mon bavardage. Et ma lettre est si mal écrite, car j'ai une très mauvaise plume, que vous devez avoir hâte d'en finir la lecture. Aussi, je vais vous ôter de ce long supplice. Si, donc, vous m'acceptez comme correspondante, dans une autre lettre, je vous parlerai de mon pays, de ma famille, de mes goûts et de mes occupations en dehors de l'école. À partir de la semaine prochaine, je vais donc guetter chaque jour le passage du facteur, et je suis presque sûre que mon attente ne sera pas déçue. Et si vous daignez me répondre, n'oubliez pas de m'envoyer une photo de vous. Cela me fera un immense plaisir. Maintenant, je vous quitte, cher monsieur, et comme il est près de minuit, je vous souhaite une bonne nuit, tout en vous présentant mes salutations empressées. D'une Haïtienne qui espère une longue lettre de vous, Carmita Germain, 6 avenue Vurgeot, Port-au-Prince, Haïti. Extrait de la lettre 2. Port-au-Prince, le 6 février 1940. Cher correspondant, oh, mais j'allais oublier de vous parler de mon sport favori, la danse. À côté de la valse, du fox, etc., nous avons notre danse nationale, qui est le merengue. Je ne désespère pas de vous l'apprendre si un jour je vais chez vous, ou si vous venez vous-même en Haïti. Mais vous l'enseigner dans votre milieu sera, je crois, chose assez difficile, car d'après ce que m'a écrit une charmante correspondante que j'ai à Montjoly, il paraît qu'on est très sévère au Canada vis-à-vis de la danse. Il semble que c'est même un péché. Ici, ce n'est nullement défendu, pourvu qu'on le fasse décemment. Savez-vous, cher correspondant, que vous m'embarrassez bien dans votre lettre? Ça vous étonne, hein? Voilà. À propos de photos, vous me dites « Croyez que je serais heureux de recevoir la vôtre, qui doit être jolie, etc. » Oui, aimable correspondant, voilà une phrase qui me gêne bien, car je suis loin d'être celle que vous pensez. Je ne sais vraiment pas comment faire pour vous envoyer cette petite photo qui me représente avec mes sœurs au Champ de Mars. Comme elle va vous décevoir. Non, ne dites pas le contraire, car j'ai vu la grimace que vous avez faite en la voyant. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas une photo. Je pense que pour la rentrée de septembre, là, et quand je dis la rentrée de septembre, je parle à la rentrée scolaire, mais le retour des vacances, etc., ce qu'on veut surtout éviter, c'est un confinement généralisé, et ça passe par la vaccination. Et ça passe par la vaccination à 2 doses d'une forte proportion de la population. En fait, à partir de septembre, quand tout le monde aura eu le temps ou la possibilité de se faire vacciner, on va ajuster notre stratégie pour tenir compte de la vaccination. Notre stratégie, en fait, va reporter
en bonne partie sur l'utilisation d'un passeport vaccinal. Puis je vais vous expliquer en quoi ça va fonctionner en 3 points. Premièrement, on va commencer à utiliser le passeport vaccinal, et ça c'est important, seulement quand tout le monde aura eu la possibilité de se faire vacciner à 2 doses, c'est-à-dire environ vers le 1er septembre. Deuxièmement, on va continuer à agir en fonction de la situation épidémiologique. Autrement dit, le passeport vaccinal va être utilisé si et seulement si la transmission ou des éclosions le justifient dans un secteur d'activité ou un territoire donné. Puis, troisièmement, pour être clair, le passeport vaccinal ne sera utilisé pour l'accès à des services publics ou essentiels. C'est uniquement pour des services non essentiels. Bon, maintenant, comment on va traiter l'application du passeport vaccinal? Par la vaccination, on a la chance d'agir durant l'été sur 2 niveaux. Un, pour mieux se protéger individuellement ou collectivement, mais aussi, deuxièmement, pour éviter une détérioration à l'automne. Parce que plus on est vacciné collectivement, plus la protection augmente. Puis, voici comment je pense qu'on va utiliser le passeport vaccinal, et je le répète, à la fin de l'été, c'est-à-dire après le 1er septembre. Et je dis souvent si et seulement si, parce que on ne sait pas quelle sera la situation épidémiologique. Mais plutôt que de fermer des secteurs d'activité comme on était obligé de le faire avant, maintenant, il faudra accepter, ou il faudra accéder, je dirais, à des lieux seulement si on est doublement vacciné, parce qu'il y a eu une éclosion. Je vais donner quelques exemples. On sait en fait que les éclosions, puis on est rendu expert là-dedans, là, ça fait un an presque et demi qu'on joue là-dedans, on sait que les éclosions les plus importantes sont dans des lieux où les contacts sont élevés. Hein? Puis on a donc divisé en deux les activités, en 2 catégories. Les activités qui sont à risque élevé, mais aussi celles qui sont à risque modéré. Les activités qui sont à risque élevé, j'aime pas les choisir, là, mais je les dis globalement, là, les gyms, les sports d'équipe, de contact, les bars. Mais aussi pour des activités qui sont à risque modéré, on parle des arts et spectacles, des festivals, mais aussi des auditoires de matchs sportifs. Ça, ce sont des exemples. Ces lieux-là, pour moi, ne sont pas restreints d'emblée aux personnes vaccinées 2 doses. Ils le seront seulement pour les personnes qui sont non vaccinées si la situation se détériorait. C'est dans le fond un projet de recherche et de création sur le patrimoine sonore, sur tout ce qui a fait le paysage sonore acoustique de Berthierville et de ses environs. Donc ça peut aller, mettons, on retrace les années précédentes avec des personnes plus ou moins âgées pour savoir qu'est-ce qui a fait l'identité acoustique ou l'empreinte sonore, comme on dit, de la région. Je sais que j'ai déjà entendu des personnes parler des alarmes d'usines qui permettaient de donner des signaux et de passer des messages dans la ville. Puis c'est tout ce genre d'éléments-là auxquels je m'intéresse. Okay. De juillet, je vais être en installation, donc je vais être sur place pour mettre mes speakers, installer des choses en fait, puis créer peut-être un espace. Ça va être à l'étage de la chapelle des Cuthberts dans le fond, où il y a les poutres puis tout ça, puis on va pouvoir essayer de créer une ambiance qui va nous faire revenir dans le passé, dans le fond. Okay. Un artiste sonore, tout est dans le mot, c'est sûr, mais c'est un artiste qui se sert des sons pour la création. Ça peut être plein de choses, c'est très vague en fait. À la limite, on pourrait quasiment envisager qu'un musicien est un artiste sonore. Okay. Mais moi en tout cas en particulier, je m'intéresse à tout ce qui est qu'on pourrait nommer de bruit ou le paysage sonore aussi beaucoup en fait. Donc c'est tous les sons, moi ce qui m'intéresse, puis je peux voir souvent on dit qu'on peut voir des couleurs dans le son, tout ça, puis j'essaye de réfléchir à qu'est-ce qui définit l'identité sonore, je la sculpte avec plein de processus différents, que ce soit en diffusion ou en traitement numérique, puis tout ça. Puis je fais des créations qui
qui sont pas figés. On a beaucoup l'habitude de l'art visuel qu'on peut voir, qui est palpable. Puis là, c'est toujours un peu abstrait le son, mais il faut s'imaginer que c'est une œuvre qui est dans l'air, un peu. Elle se diffuse dans l'air, maintenant je pourrais dire ça comme ça. Je fais une dissociation, et puis toute ma démarche se concentre sur mettre en lumière la diversité des paysages sonores au Québec. Donc, je fais justement des projets de résidence dans des lieux comme ça, à la Chapelle des Cuthberts ou ailleurs. Je fais des documentaires sonores où je vais sur les lieux. Des fois, je rencontre plus ou moins les gens, mais je vais faire des enregistrements. Je vais passer mon temps dehors à enregistrer pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait l'identité de la région, qu'est-ce qui l'a fait aujourd'hui. C'est un peu comme une étude sociologique aussi à travers le son. Il y a plein de choses qui se mènent là-dedans. Et après, comme je disais, que je peux sculpter cet univers-là, reprendre les enregistrements, puis mélanger les choses. On dit des fois qu'on fait de la cuisine, on fait du mixage, donc on met une pincée de ce son-là, une pincée de ce son-là, puis on en fait un mélange comme ça. Et donc là, pour cet été, ça va être mon projet sur l'identité sonore de la région à Berthierville, dans le passé. J'habite dans le nord de la Naudière, donc la Matawini, depuis pas si longtemps, où j'ai déjà fait un projet de documentaire dans la Matawini. Puis j'ai essayé de prendre le temps, quand je pouvais, de venir ici déjà, aller faire des enregistrements à Berthierville, à la période de migration aussi, qui est, c'est sûr, au Québec, et surtout proche du fleuve, qui est très importante, qui marque l'imaginaire et le quotidien des gens. C'est ça, donc je suis déjà venu, mais j'ai besoin d'en savoir plus et de passer plus de temps ici pour comprendre l'identité sonore. Exact, puis plus aussi aux personnes de Berthierville, parce qu'on cherche des personnes pour nous raconter des histoires, justement. En fait, je cherche, pour être plus précis, que je puisse rencontrer, discuter avec eux, faire des entrevues, puis aussi si les gens ont des objets à partager, de vieilles radios, des anciens haut-parleurs, tout ça, qui puissent alimenter d'un point de vue visuel l'installation sonore. Moi, après, je vais faire jouer des sons dans ces objets-là. Puis pourquoi pas des photos qui indiquent des souvenirs sonores, des objets, tout ce qui peut vous faire penser à votre histoire, gens de la région. C'est le bienvenu, on cherche beaucoup ça. Puis pour me contacter, dans le fond, il y a mon numéro de téléphone que vous pouvez me joindre, qui est le 438-398-9984. Et j'espère vraiment avoir l'occasion de parler avec vous. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la capsule astrologie de cette semaine. Et je vais commencer comme à mon habitude avec le signe du Bélier. Pour le Bélier cette semaine, si ce n'est que sur le monde, vous régnez en maître sur votre entourage, sans pour cela imposer quoi que ce soit. Côté professionnel, c'est vers vous que l'on se tourne pour finaliser le projet ou trouver la solution. Quant à vos proches cette semaine, ils s'inspirent de votre force d'âme pour affronter la réalité. Le plus de cette semaine, Mars en Lion sème une poignée d'indices qui confirment que vous faites les bons choix dans votre vie. Pour le signe du Taureau, cette semaine, le duel Mars et Uranus sème la zizanie dans votre vie. Tablez sur la fantaisie pour dédramatiser la situation et sur le dialogue pour dissiper le conflit. Cet aspect dissonant invite aussi à garder secrète votre vie affective. Les intrus tentent de s'immiscer dans votre vie, essayez de les repousser. Et le plus de cette semaine, ce week-end, le couple Soleil et Nouvelle Lune créent une ambiance propice à vous ressourcer. Pour le signe du Gémeaux, vous tirez les ficelles. Un peu d'arrogance dans l'élégance et le tour est joué pour attirer l'attention avant d'obtenir satisfaction. Vous intriguez, on vous admire ne sachant sur quel pied danser, mais prêt à vous combler. Si vous cherchez l'âme sœur, tout laisse à penser que vous aurez l'embarras du choix dans très peu de temps. Le plus de cette semaine, quelqu'un connaît quelqu'un pour vous dépanner et le jeu des relations vous porte chance dans vos activités. Pour le signe du Cancer, la Lune est là. Samedi, le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle Lune. La rencontre est puissante, votre charisme s'accroît et vous doublez vos chances de concrétiser vos désirs. Préparez l'événement en amont en optimisant vos énergies. Vous saurez alors mieux comment capitaliser sur vos succès. Le plus de cette semaine, vous pouvez tirer avantage des situations en mixant le système D et l'art de négocier. Pour le signe du Lion, sous protection, il n'y a rien à craindre côté cœur cette semaine. L'harmonieuse Vénus veille à ce que tout se passe bien cette semaine. Le premier baiser sera parfait. Les fêtes de famille seront réussies et si vous voulez aller en voyage, ce sera un grand succès
si vous êtes à 2. Vénus met aussi vos finances à l'abri. Si vous cédez à la dépense, vous trouverez comment revenir à l'équilibre facilement. Le plus de cette semaine, quant à Mars, son énergie vous donne du culot pour parvenir à vos fins en toutes circonstances. Pour le signe du Vierge, vous êtes dépaysé cette semaine. Le Soleil en Cancer ajoute des touches d'exotisme et un brin de vacances à vos journées. Pour les célibataires, un brin de séduction cette semaine, mais l'éloignement géographique favorise une rencontre romantique, donc ça c'est quand même positif. Et si vous êtes en couple, eh bien on rêve à 2, il y a des moments d'évasion qui renforcent votre union. Le plus de cette semaine, ne rien laisser au hasard vous permet de gagner du temps en surmontant rapidement les désagréments. Pour le signe du Balance, bravo de mettre les bons mots sur vos idées, elles sont mieux accueillies et partagées avec intérêt. En amour, votre conjoint approuve vos initiatives et en famille, vos proches vous prêtent volontiers main forte. Niveau argent, c'est un peu plus facile cette semaine, on se comprend aisément dans votre couple. Et le plus de cette semaine, les derniers jours de Mercure apportent une heureuse conclusion à un dossier administratif. Pour le signe du Scorpion, la semaine est le fun, elle est libre. Donc, elle va être aussi très festive cette semaine, surtout vers la fin de la semaine. Les bienfaits du Soleil en Cancer allègent la charge. Vous prenez de la hauteur et de la vitesse pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Tout ce que vous entreprenez et qui vous plaît sera un succès. Le plus de cette semaine, pendant le week-end, l'union Soleil et Nouvelle Lune donne une couleur romantique à vos relations. Pour les Sagittaires, cette semaine, vous pouvez être amené à arbitrer un différend entre deux personnes auxquelles vous êtes attachés. L'exercice est périlleux, les deux parties pouvant se retourner contre vous. Pour les célibataires, avec Vénus en Lion, vous rayonnez. Pour le signe du Capricorne, vous êtes perfectionniste et distrait cette semaine. En Poisson, Jupiter vous suggère d'ajouter un soupçon d'intuition à votre organisation. Un atout majeur pour anticiper les imprévus et pallier aux difficultés sentimentales y compris. Le plus de cette semaine, en amour aussi, votre 6e sens peut vous aider à resserrer les liens avec votre conjoint. Pour le signe du Verseau, votre vivacité d'esprit et votre combativité sont mis à contribution pour venir en aide à vos proches. À tout problème, chacun sait que le Verseau trouvera une solution. Et sur le plan social, votre popularité grandissante vous vaut d'être courtisé et sollicité de tous les côtés. Le plus de cette semaine pour les Verseaux, une expérience inédite enrichit votre vie sociale et vous donne des idées pour booster vos activités. Pour le signe du Poisson, le Soleil et la Nouvelle Lune créent une atmosphère sensuelle autour de vous. Si vous êtes célibataire, vous assumez votre envie de plaire en prenant les devants pour séduire l'objet de votre cœur. Le plus de cette semaine, vos conseils sont les bienvenus pour aider l'un de vos proches à prendre une décision importante. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était l'astrologie pour cette semaine. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous!